Bonjour, bienvenue à l'Institut français de Kinshasa, Aldé Lagombe, dans le cadre de nos rencontres de jeudi numérique. Aujourd'hui, nous allons parler du cyberharcèlement, cyberchantage, qu'est faire. L'invité d'aujourd'hui, Maître Medel Diawa, qui est connu, j'espère qu'il est connu parmi nous, il est cyberjuriste, il est coordonnateur de l'ASBL Réseau, Réseau des juristes du numérique. Merci Maître Medel. Donc vous avez la parole pour nous parler un peu du cyberharcèlement et du cyberchantage. Merci. Ok, merci beaucoup, ingénieur. Je crois que la présentation a été faite. Nous allons essayer d'aborder le sujet. Et je crois que comme d'habitude, nous allons présenter d'abord notre exposé et puis euh, nous donner aussi la parole pour nos questions. Alors, déjà, pour introduire par rapport à notre sujet de cyberharcèlement, chantage, à titre d'introduction, oui, c'est oui, c'est toujours le même point, je crois. Oui, oui c'est ça. Ça commence là. Non, ça commence là, oui. Avec le point là que vous avez. Effectivement, oui, ça commence là. Donc, comme j'étais en train de le dire tantôt, je ne sais pas si tout le monde m'entend. S'il y a un problème de voix, vous pouvez juste me faire signe pour essayer un peu de porter un peu plus la voix. Alors, avec l'évolution des technologies de l'information, de la communication et la dépendance des utilisateurs, parce que l'un- l'une des réalités, c'est cette dépendance-là des utilisateurs par rapport à ces outils. Il y a plusieurs comportements répréhensibles qui ont pris de l'ampleur. Ce qui veut dire que ça existait déjà, mais ça a pris de l'ampleur, parmi lesquels nous avons le harcèlement et le chantage. Donc, ça existait déjà, mais c'est leur commission en ligne, c'est-à-dire via Internet, qui ont fait des infractions, cybercrimes, que nous pouvons donc appeler cyberharcèlement pour le cas de l'harcèlement et le cyberchantage pour le cas du chantage. Alors, pour mieux comprendre la question sur les cyberharcèlement, le cyberchantage, comme je l'avais dit tantôt, c'est leur commission par voie d'Internet ou par voie des systèmes de communication. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut ne pas être Internet, il vous fait un chantage, par exemple, par SMS. On a vu euh, 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 des cas comme ça. Alors, il faut comprendre d'abord le concept harcèlement et ce qu'il est en droit. Je me suis inspiré du droit français et du droit congolais. Comprendre ce qu'est le chantage en droit, effectivement, avant de pouvoir aborder le sujet. Alors, non, non, je peux rester, merci. Comme il y a une longue littérature. Alors, c'est quoi le harcèlement? Je prends une définition euh, que je crois proposée par les services publics français. Le harcèlement est le fait de tenir des propos ou d'avoir des comportements répétés. Retenez le mot répété parce que c'est important en termes d'harcèlement, même si on va voir plus tard que ça peut être étendu, répété, ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime. Cela se traduit par une dégradation de la santé physique ou mentale de la personne qui est harcelée. Alors l'important c'est que la fréquence des propos et la teneur insultante, obscène ou menaçante qui constituent au fait le harcèlement. Mais j'ai dit à atténuer parce qu'il y a certains concepts qui étendent un peu plus loin le harcèlement sans qu'il y ait forcément répétition, sans qu'il y ait forcément fréquence des propos ou euh, euh, répétition des paroles. Alors ce qui fait que cet harcèlement en ligne ou qui s'effectue sur Internet, c'est ce que nous appelons effectivement cyberharcèlement. Alors, en droit français, parce que le droit français, lui, il définit le cyberharcèlement. Le harcèlement en ligne est puni autant que les échanges, qu'ils soient publics ou privés. Vous pouvez le faire, c'est-à-dire inbox ou dans un forum. Tout cela est réprimandé. Merci beaucoup, ingénieur. Donc, il y a une directive européenne qui, elle, distingue harcèlement d'un côté harcèlement sexuel. Pourquoi j'ai pris l'idée de cette directive? Parce que, au fait, je suis d'avis, j'épouse l'avis selon laquelle euh, le harcèlement n'est pas que sexuel. Parce qu'on va le voir plus tard avec vous que dans notre législation, on définit le harcèlement sexuel, on incrimine le harcèlement sexuel
Mais notre loi, notre code pénal en tout cas, du moins, n'a pas prévu d'autres formes d'harcèlement. Quoique, il y a différents faits ou actes répréhensibles qui peuvent constituer des infractions. On peut en donner d'autres appellations, mais en soi, il n'y a pas une définition comme on le verra. Alors, pour cette directive européenne, le harcèlement, c'est la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d'une personne survient. C'est lié au sexe, pas forcément contact sexuel, comme vous allez voir après, qui a une connotation sexuelle, mais lié au sexe, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant, offensant. Là, vous allez voir qu'on n'a pas parlé de l'aspect répétition. Mais quant au harcèlement sexuel, cette directive la définit comme une situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, là on précise, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, parce qu'il peut être verbal ou physique, survient et qui a pour objet, évidemment, c'est la même chose, porter atteinte à la dignité de la personne ou créer un environnement intimidant, hostile, dégradant. Alors, je nous prends quelques exemples du harcèlement sexuel verbal. On va voir non verbal et physique. Ça va nous permettre d'avoir un peu une idée dans nos échanges. Alors, qu'est-ce qu'on peut inclure dans les cas d'harcèlement sexuel verbal? Par exemple, faire des commentaires sexuels sur le corps d'une personne. Par exemple, faire des remarques. Non, je peux juste finir la petite phrase. Faire des remarques ou des insinuations de nature sexuelle. Poser des questions sur les fantasmes, les préférences ou les antécédents sexuels. C'est-à-dire que tu commences à poser des questions et beaucoup de questions. Voilà. Merci, ingénieur. Alors, ce qui fait que même poser des questions personnelles sur la vie sociale ou sexuelle d'une personne, faire des commentaires sur ses vêtements, son anatomie, son apparence, essayer à répétition de sortir avec une personne qui n'est pas intéressée. Donc, vous pouvez imaginer, surtout pour nous les hommes, tu as tenté une fois, ça ne vient pas 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et elle ne veut pas. Finalement, on peut dire, je crie au harcèlement. Ce sont des types d'actions, c'est relatif, hein, c'est une appréciation qui peut résulter de plusieurs choses. Donc, ce n'est pas parole d'évangile, mais ce sont des cas. Proférer des mensonges ou faire courir des rumeurs sur sa vie sexuelle ou ses préférences sexuelles. Vous répondez des choses sur quelqu'un, c'est une forme d'harcèlement sexuel qui est non-verbal. Mais il y a des exemples d'harcèlement qui sont non-verbal au fait maintenant là. Là, c'était verbal, là, c'est non-verbal. Notamment, regarder une personne de haut en bas. Donc, les seconds regards là peuvent être pris pour un harcèlement. Alors, j'ai soulevé même à tantôt là le point de répétition, que ça ne vient pas toujours parce que dans des pays comme les États-Unis, par exemple, si je suis là en train de passer avec ma femme, ma fiancée, et que vous la regardez bizarrement, ou pour exploiter ses formes, on peut dire harcèlement. C'est pour ça que j'ai dit que l'aspect de répétition des fréquences, des propos, des actes qui sont posés, n'est pas forcément la condition partout. Donc, il peut dire harcèlement. Alors, suivre ou traquer quelqu'un, faire des allusions sexuelles, des gestes à connotation sexuelle avec des mains ou des mouvements du corps, utiliser des expressions faciales avec des clins d'œil. Donc, comme je dirais à quelqu'un, il faut faire attention avec les clins d'œil là, et voilà. Mais on a des types d'harcèlement qui sont physiques. Donc, faire un massage dans la région du cou, ses épaules, toucher les vêtements, les cheveux, etc., etc. Merci beaucoup, ingénieur. Alors, l'idée dans ça, c'est de nous montrer qu'il y a des faits. Parce qu'en droit, pour incriminer une infraction, il faut que les faits correspondent aux éléments matériels que nous appelons ainsi de cette infraction-là. Donc, on ne peut pas dire harcèlement parce que seulement on veut le dire, mais il faut que les faits correspondent. Alors, mais pour ce qui est du droit congolais, en droit congolais, comme je l'ai dit, on ne traite que de la question de l'harcèlement sexuel, notamment dans notre code pénal, et puis il y a un arrêté ministériel en matière du travail. Que dit notre code pénal à l'article 174? L'adoption d'un comportement persistant. Vous voyez, le droit congolais l'aborde dans le sens de la persistance. Quand il n'y a pas persistance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas forcément infraction, mais on peut chercher autre chose, une autre incrimination. Mais pour parler d'harcèlement, il faut un comportement persistant envers autrui, c'est traduisant par des paroles, des gestes, soit en donnant des ordres ou en proférant des menaces ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves. Vous voyez un directeur qui fait pression à une réceptionniste pour sortir avec elle, soit en abusant de l'autorité que confèrent les fonctions
pour obtenir des faveurs de nature sexuelle. Là, c'est la définition que notre code pénal, à l'article 174, donne, ou 174, donne pour ce qui est de cette incrimination. Mais il y a aussi en matière du travail, vous pouvez vous référer à l'article 2 et 4 de l'arrêté ministériel précité, que nous avons cité là-bas, qui d'ailleurs peut constituer une faute lourde de la part de l'employeur pouvant entraîner, vous savez qu'en matière du travail, la faute lourde peut entraîner la rupture du contrat, tant du côté de l'employeur que du côté du travailleur. Merci, ingénieur. Alors, à part l'harcèlement, nous avons de notre côté le chantage. Pourquoi j'ai commencé avec le code pénal français? Parce que nous, on n'a pas dans notre code pénal un terme utilisé directement comme chantage, mais on a, avec l'article 159 et 160, des incriminations qui se rapprochent ou qui sont de forme de chantage, mais évidemment, comme on le verra plus tard, c'est fixé sur des choses bien précises. Alors, ce qui fait que le chantage, c'est quoi? En droit français, c'est le fait d'obtenir, en menaçant, de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation. C'est-à-dire que tu peux chercher une signature, un engagement, tu peux chercher une rénonciation. Tu peux même chercher la révélation d'un secret. Vous savez, il y a des gens qu'on a poussé à révéler des choses. Par exemple, sa profession où il travaille, par exemple, dans une institution publique, il est tenu à certains secrets, mais on le pousse à le révéler. On peut même pousser quelqu'un à renoncer, on lui dit démissionne. On peut pousser quelqu'un à prendre un engagement, on lui dit fais telle chose ou donne tel argent, soit la remise des fonds d'ailleurs, des valeurs ou d'un bien quelconque. C'est-à-dire qu'on veut obtenir, au travers des menaces, de pouvoir révéler ou imputer des faits. Pourquoi on dit révéler, imputer? Parce qu'on peut révéler parce que les faits sont effectivement vrais, mais on peut imputer parce qu'on lui a créé des choses, on veut toucher à sa personnalité, on veut porter atteinte à son honneur. On peut monter, moi je connais un cas par exemple de quelqu'un, on a monté une image sur elle, le corps de quelqu'un d'autre, la tête lui ressemble, mais on veut lui imputer ça comme étant sa photo. Mais tel qu'aussi on peut prendre, aujourd'hui vous savez avec tous les scandales qu'il y a, on a pris la vidéo de quelqu'un et tout ça. On peut faire les chantages. Alors, selon le code pénal français, ce délit peut être constitué par plusieurs choses. Je nous épargne de ça, une menace écrite ou verbale, antérieure. On peut nous épargner de tout ça. Merci, ingénieur. Merci beaucoup. Cette révélation doit porter sur des faits de nature à porter atteinte, il n'y a pas de problème. La poursuite d'un but tendant à l'obtention d'une signature, d'un engagement, comme je l'avais dit, d'une rénonciation. On peut pousser quelqu'un à démissionner, à renoncer, de révéler un secret. On peut pousser quelqu'un à remettre des fonds. On a vu des cas comme ça où des gens, on leur a obligé de payer un certain montant. On leur a obligé de donner une certaine somme. Il y en a. Et puis, dans tout cela, il faut qu'il y ait l'intention coupable. Pourquoi l'intention coupable? Parce qu'il faut qu'il y ait la volonté d'utiliser ces menaces pour obtenir la chose qu'on veut avoir. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui lui-même demande son argent. Non, je vous donne l'argent pour faire ceci, pour faire cela, et supprimer ça, dire c'est un chantage, si l'autre n'a pas commencé par des menaces. Donc, retenez qu'il faut qu'il y ait cette intention coupable. Merci beaucoup, ingénieur. Alors, en droit congolais, comme je le disais tantôt, c'est pas si je vais vite, ça passe, je crois. Alors, en droit congolais, comme je le disais tantôt, le chantage n'est légalement envisagé que dans le cas. Vous allez le voir à l'article 159, 160, il y a même l'intitulé de la section. Dans le cas des menaces d'attentat contre les personnes ou contre les propriétés. C'est-à-dire que ce sont les deux types de chantage prévus dans les codes. Comme je l'ai dit pour le harcèlement, ça ne veut pas dire que toute forme d'action allant dans ce sens n'est pas incriminée. Ça peut être incriminé, mais porter une autre appellation ou concerner d'autres types d'infractions. Alors, vous allez voir l'article 159 du Code pénal qui dispose, excusez-moi, sera condamné à une servitude pénale de 3 mois à 2 ans et une amende de 50 à 100 zahir. Comprenez que le code est vieux, on n'a pas tout modifié, il y a encore les mots zahir, ou à l'une de ces peines seulement, celui qui, par écrit, anonyme ou signé, parce qu'on peut passer par des voies anonymes, déjà aujourd'hui avec le cyberespace, la plupart se cachent derrière des fausses identités numériques,
aura menacé avec ordre, c'est-à-dire qu'on t'intime l'ordre ou sous condition d'un attentat contre les personnes ou les propriétés. Il est vrai que dans l'idée de l'attentat contre les personnes, ça tombe plus dans l'idée de vous menacer de mort ou de menacer de porter atteinte contre son intégrité physique, de choses comme ça. L'idée qui se dégage le plus sur l'attentat contre les personnes et bien sûr ou les propriétés. Donc ça peut être n'importe quelle propriété. On peut dire pour détruire votre parcelle, détruire votre maison, des choses comme ça. L'article 670 aussi, la menace verbale faite avec ordre ou sous condition, ou la menace par geste ou emblème d'un attentat contre les personnes ou contre les propriétés punissables d'au moins 5 années de servitude sera puni d'une servitude de 8 jours. Voilà, pour dire simplement que en droit congolais, contrairement au droit français par exemple, qui définit le chantage de manière personnelle, particulière, et étend le chantage à plusieurs formes d'incrimination ou des faits, le droit congolais, jusqu'à preuve du contraire, dans le code pénal du moins, restreint le chantage à des menaces qui touchent à l'aspect d'attentat contre les personnes ou contre les propriétés. Comme je l'ai dit, l'idée de l'attentat contre les personnes, en principe, ça tend un peu plus vers la mort, mais bon, de l'interprétation des juges, ils peuvent en donner un sens un peu plus élargi. Merci beaucoup, ingénieur. Alors, une autre importante, en parlant de chantage, je voulais donner un exemple de forme d'arnaque qui est liée au chantage, qu'on peut appeler, qu'on appelle chantage récurrente, comment on dit, chantage à la webcam prétendu piraté. Récurrent, j'oublie que c'était un terme que j'ai utilisé sur le net, mais le terme c'est chantage à la webcam prétendu piraté. Ce n'est pas une infraction, c'est une arnaque au chantage, à ce chantage-là. Ça veut dire quoi? On prend la victime, on lui envoie un message, c'est évidemment un hacker, qui prétend avoir pris le contrôle de l'ordinateur de sa victime suite à la consultation d'un site pornographique, par exemple. Alors, le criminel annonce avoir des vidéos compromettantes de la victime avec sa webcam. Il la menace de publier à ses contacts personnels ou même professionnels si la victime ne lui paye pas une rançon. Alors, cette rançon, ça peut être des milliers de dollars. Alors, pour encore effrayer la victime, qu'est-ce qu'il fait? Ils vont parfois jusqu'à écrire à la victime avec sa propre adresse email. Donc, vous imaginez quelqu'un vous dit des choses, il touche à votre adresse email et même des fois, des frères croire qu'ils ont réellement pris le contrôle de son compte. Et même dans certains, ils vont jusqu'à dévoiler à la victime un de ses mots de passe pour lui faire croire qu'ils ont pris le contrôle de son ordinateur et que par webcam, ils ont pris des images de lui et pour faire ce type d'arnaque. En réalité, on lui fait croire qu'ils sont en train de lui faire un chantage, mais il ne dispose de rien. Alors, ça c'est une observation française. D'ailleurs, pour cela, on parle de sextorsion pour effrayer les victimes. De plus en plus, on se rend compte que certains messages ne sont en réalité que des messages envoyés en masse par des cybercriminels. Vous voyez, il y a des attaques comme ça qui sont lancées en masse et on se dit, celui qui accroche, il est pris. Par exemple, généralement, quand vous tombez sur des messages où on vous dit « Je suis le fils d'un ministre de la Gambie, je vais vous donner des millions », des fois, ce n'est pas personnellement qu'on vous a adressé. On a lancé en masse et on se dit, celui qui accroche, c'est celui-là qu'on peut avoir. Même avec les systèmes de phishing, les phishing, donc c'est-à-dire qu'on vous jette un piège, un fichier corrompu, par exemple, dans votre adresse email, par exemple, dès que vous l'ouvrez, ils prennent le contrôle ou ils glissent leur logiciel malveillant. Mais des fois, c'est lancé en masse. Parce qu'il y a des attaques en masse et on attend ceux qui accrochent. Mais en réalité, est-ce qu'il faut avoir peur dans de tels cas? Non. Après, on donnera des conseils pratiques lorsque vous êtes victime d'un cas de cyberharcèlement ou de cyberchantage. Merci. Alors, après cette introduction, l'important, c'est de toucher aussi à la question de la responsabilité. Qui sont les premiers responsables en cas de cyberharcèlement en ligne ou encore si on veut du cyberchantage? Ce sont les auteurs des propos en cause. C'est celui-là qui est en train de sortir les propos qui est le premier responsable de cas de cyberharcèlement particulièrement ou de cas de cyberchantage aussi. Mais d'autre part, il y a aussi la responsabilité des intermédiaires techniques. Ça relève d'une certaine particularité parce qu'ils peuvent être des hébergeurs
Ils peuvent être des fournisseurs d'accès. Mais sa responsabilité est engagée lorsque certaines conditions sont remplies. Notamment, le fait qu'il a eu connaissance de ces messages publiés. De sorte que, deuxièmement, s'il n'a pas agi rapidement pour faire retirer ces messages dès qu'il en a eu connaissance. Moi, j'irais même ajouter encore un autre élément. S'il n'a pas au préalable pris des précautions pour prévenir ces choses. Je crois avoir dit ça une fois ici, que même quand Facebook aujourd'hui et la plupart des réseaux sociaux vous mettent une possibilité via leurs algorithmes de pouvoir soit supprimer ou bloquer des contenus qu'ils estiment illicites ou qui ne conviennent pas à leur politique, ils le font pour s'éviter des procès. Parce qu'ils savent qu'ils doivent montrer à leurs utilisateurs que nous avions pris les plus de précautions possibles. Mais quand cela est arrivé, nous n'avons pas pu. Parce que quand nous ne prenons pas des précautions, quelqu'un peut les poursuivre disant qu'ils n'ont pas suffisamment sécurisé leurs utilisateurs. Alors, ce qui fait que aujourd'hui, ça c'est un avis personnel, j'estime qu'à travers des actions judiciaires intenses, plusieurs personnes peuvent porter la responsabilité civile ou pénale carrément en cas de cyberharcèlement et de cyberchantage. Je vais donner un exemple. Merci beaucoup. Ça, c'est un exemple que je donnais parce que nous utilisons tous WhatsApp. Moi, il y a des réseaux sociaux que je n'utilise pas. Par exemple, comme TikTok, je ne sais pas si j'entrerai un jour à TikTok, mais nous utilisons tous WhatsApp, nous utilisons tous peut-être Facebook, YouTube aussi, qui est considéré aussi comme un réseau social. Mais je prends WhatsApp parce qu'au moins WhatsApp, nous sommes sûrs d'être là. Ça, c'est un avis personnel parce que nous voulons, nous, en tant que juristes du numérique ou cyberjuristes, essayer de faire évoluer le droit congolais ou le droit en général. Je réfléchis, je me dis, un administrateur d'un groupe WhatsApp qui n'a pas su supprimer à temps les contenus visant une personne qui n'a pas réagi dans les limites de leurs possibilités, moi je dis, je peux essayer de les poursuivre. Pourquoi les poursuivre? Je donne un exemple. Je suis en train de subir un harcèlement dans un groupe WhatsApp ou quelqu'un me fait du chantage dans un groupe WhatsApp. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un système même, je ne sais pas si ça existait avant ou si c'est introduit il n'y a pas longtemps, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, les administrateurs peuvent supprimer les messages des personnes qui envoient des messages qui ne conviennent pas. Ça, si c'était avant ou pas, mais il n'y a pas longtemps, je l'ai fait parce qu'un message m'avait énervé. Alors, je ne savais pas si ça existait ou pas, mais je l'ai fait. J'étais administrateur dans un groupe. J'ai trouvé que les contenus n'étaient pas propres. Je l'ai supprimé. Donc, c'est-à-dire qu'en tant qu'administrateur, nous, entre utilisateurs, nous n'avons pas la possibilité, membres du groupe, de supprimer ce message-là. Mais vous, en tant qu'administrateur, vous avez la responsabilité. Je vais simplement dire ceci. C'est que quand vous créez des groupes WhatsApp, ne pensez pas que ce sont des jeux seulement. Nous pouvons engager une action contre vous quand nous nous rendons compte que vous n'avez pas agi comme il se devait. C'est-à-dire que quand quelqu'un dénonce, d'ailleurs aujourd'hui, même aujourd'hui depuis très longtemps, c'est pas toujours, à WhatsApp, on a la possibilité de voir dans l'info du message qui ont lu et qui n'ont pas lu. Bon, ça veut dire que si je vérifie dans mon message que les administrateurs aussi ont lu et que j'ai crié au chantage, ou bon, même si les chantages c'est difficile, que ce soit fait généralement dans un groupe WhatsApp, mais le harcèlement, je vous ai montré différents types de harcèlement, verbal et non verbal, qui peuvent être faits, et que les administrateurs n'ont pas supprimé ce message, si ce n'est pas leur responsabilité pénale, je peux au moins les attaquer au civil. Deuxième cas, les membres du groupe. Je donne un exemple. Nous avons une fille ou un monsieur, il avait voulu, je ne sais pas, faire un truc, une blague ou une drague à une fille dans un groupe WhatsApp des anciens de l'école Bienvenue chez nous. Les anciens de l'école Bienvenue chez nous, quand il fait ce truc-là, ça n'a pas marché. La fille l'a rejeté en bloc et tout le monde a commencé à l'acculer. Pendant une semaine, le garçon a été tellement acculé au point qu'il s'est rendu compte qu'il a été tellement choqué, il s'est suicidé. Mais je me dis, moi, je peux vous attaquer pour non-assistance à personne en danger. Parce que vous tous, les membres là, de ce groupe WhatsApp-là, vous aviez vu ce qu'il était en train de subir. Si vous n'y avez pas participé directement, vous y avez quand même, par votre inaction, entre guillemets, contribué. Parce que l'infraction en droit ne constitue pas seulement une action, en une inaction aussi. Quand tu n'empêches pas une chose et que ça arrive, le garçon se suicide, on peut vous attaquer. C'est deux exemples que j'ai pris
qui me font réfléchir chaque fois quand je pense deux fois à des questions comme ça, c'est pour nous montrer que quand nous utilisons les outils numériques, sachant que ce n'est pas de la blague, notre responsabilité peut être engagée à n'importe quel niveau. C'est pourquoi je nous invite, même quand nous voyons des contenus qui ne sont pas bien, ne soyons pas pressés de les diffuser. J'avais dit l'autre fois, je crois que notre législation actuelle l'a quand même prévu aussi, dans le fait même de diffuser ou de répondre, de transmettre certaines vidéos constitue des infractions. Moi, il n'y a pas longtemps, il y a un sticker que j'ai utilisé une ou deux fois, puis je me suis dit, hey, non, ça peut me causer, c'est pas intéressant. On avait écrit dans ce sticker, moi, dans ma baie, mais on prend l'image d'une fille étudiante qui avait fait un scandale il n'y a pas longtemps. Je l'ai envoyé à quelqu'un une ou deux fois qui a ri, mais après je me suis dit, mais non, c'est l'image de quelqu'un. Je ne peux pas l'envoyer. Bon, il ne faut pas aller m'accuser. Hein. Je ne peux pas l'envoyer. Vous voyez un peu. Ça peut être de la blague, un sticker, mais c'est l'image de quelqu'un. Donc moi j'ai dit qu'aujourd'hui, il est possible, ça c'est mon avis personnel, c'est mon exemple personnel, on peut poursuivre des membres d'un groupe WhatsApp, par exemple comme les cas que j'ai cités, pour non-assistance à personne en danger. Donc, dans les groupes dans lesquels nous sommes, soyons très prudents et réservés parce que ça peut constituer, même si nos magistrats, je crois que, je ne sais pas si je l'ai épinglé après, même si nos magistrats n'ont pas suffisamment d'outils en termes de bagages, de connaissances sur les questions du numérique, mais ça fait évoluer. Je ne sais pas si je l'avais expliqué après, mais moi, une des choses pour lesquelles je compte militer dans les prochains jours, c'est qu'on puisse effectivement doter les magistrats de certaines capacités à traiter ces questions. Pourquoi? En termes de formation, pourquoi? Parce que quand vous observez dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique, vous allez voir que certaines questions du numérique ont évolué sur le plan du droit, pas parce que seulement on a produit des lois, mais parce qu'il y a eu des procès. La position prise par les juges est devenue ce qu'on peut appeler jurisprudence, et ça sert même d'argument pour les réflexions. Mais attention, il faudra à ce moment-là qu'ils soient bien outillés, parce que sinon, ils vont dire des bobards, et nous avons une jurisprudence qui est compromise. Ça n'empêche pas l'idée que j'ai de peut-être pourquoi pas proposer une commission qui peut être mise en place pour appuyer le travail des magistrats, dans ce sens pour qu'ils aient une expertise. C'est pas d'eux-mêmes, au moins d'un groupe d'experts juristes et techniciens pour les éclairer par rapport à ça. Mais si de plus en plus il y a des procès ici au Congo sur des questions qui touchent au numérique, même à défaut des textes consistants, parce qu'on a des textes quand même mais bon, qui ont certaines lacunes, même quand il y a beaucoup de textes qui ont tout ce qu'il faut comme on peut produire des codes du numérique et tout ce que nous voulons, mais c'est dans la pratique qu'on enrichit, parce que les cas, la loi ne vient pas traiter tous les cas. Il y a des cas où on se dira, comme les cas que je donne de WhatsApp, c'est moi qui l'ai imaginé. J'y ai réfléchi. Dès que vous faites ça, ça peut devenir une référence et aider à faire évoluer les questions du numérique. Merci beaucoup, ingénieur. Alors, que faire? Après la question de la responsabilité. Je vais essayer, dans 5 minutes, de clôturer mes propos. La première chose, avant tout, ne répondez pas aux commentaires et messages qui s'apparentent au cyberharcèlement ou au cyberchantage. Excusez-moi, j'ai oublié d'ajouter l'aspect cyberchantage, parce que vous risquez d'empirer la situation. Donc, oh non, mais faites du chantage ou on me harcèle, soyez calme. Deuxième chose, ça c'est l'aspect de l'action directe, parce qu'après j'ai mis différents types d'actions à faire. Premièrement, action directe, ne répondez pas. Un. Des deux, les intermédiaires donc techniques, les hébergeurs, même les responsables des réseaux sociaux ont mis des mécanismes pour pouvoir dénoncer des messages. J'ai laissé un lien là, un contenu là, c'est même conseillé dans les parce que la France a plusieurs mécanismes. Il y a la cybermalveillance, il y a le service public, on verra d'autres sites qui aident un peu avec ces questions. Quand vous allez même à cybermalveillance.fr, vous allez voir beaucoup de choses. Il y a des liens qui peuvent être... Vous pouvez mettre d'ingénieur, s'il vous plaît. Il y a des liens, surtout sur Twitter, sur Facebook et autres, qui vous font directement, qui vous donnent la possibilité d'aller dénoncer sur ces réseaux sociaux. C'est des cas où ça se fait par réseaux sociaux, ça se fait par des voies des sociétés de télécom, RTL, écrivez à RTL, vous faites leur signe, appelez les services clients, dénoncez votre action. Donc il y a possibilité de manière directe à mener des actions par le silence et en touchant les intermédiaires techniques. Merci ingénieur.
Deuxièmement, il faut saisir les services spécialisés. Ici, j'ai parlé de police ou du parquet parce que nous avons apparemment dans notre police un service de cybercriminalité. Je ne les ai pas encore contactés personnellement, mais au parquet, je sais que derrière les palais de justice, il y a un service, on m'avait dit, du parquet qui est maintenant pour ces spécialistes à ces questions-là, où vous pouvez carrément aller vers Interpol. Interpol est là, il y a une immeuble ici à côté. Interpol est là pour essayer de voir. Mais en France, par exemple, pour eux, ils ont le site Pharos. C'est un site où il y a des spécialistes de la justice, pas de la police ou de la gendarmerie. Même si vous allez sur Twitter, vous allez voir un truc là qu'on appelle Cybergent. Ils ont même un site. Il y a, en France, il y a l'ANSI, par exemple, qui est là. Là, c'est pour le cas de cyberattaques. Mais même pour des cas de cyberharcèlement, vous pouvez saisir différents services spécialisés. Au Congo, même par la police, faites une plainte. S'ils ont des matos, je crois qu'ils peuvent. Bon, je ne les ai pas encore approchés. Merci beaucoup, ingénieur. Ce qui me conduit à un élément important, parce qu'à la fin, je reviendrai sur la plainte, parce que peu dénoncent aussi par voie de plainte. Mais il y a un élément important, collecter des preuves. Vous pouvez faire des captures d'écran, vous pouvez même utiliser un huissier de justice pour faire vos captures, pour que ça soit coulé comme un dossier judiciaire et pouvoir faire foi devant un procès. Faites des captures. Ne prenez pas, ne prenez pas WhatsApp, on écrit Papa Bernard et puis vous faites capture, paf, non. Comme j'ai toujours dit aux gens, enlève le nom, laisse les numéros, parce que moi aussi je peux écrire Papa Bernard, c'est pas moi. Si c'est WhatsApp, vous mettez, vous enlevez le nom de votre répertoire, les numéros s'affichent, vous faites une capture d'écran, au moins on sait que c'est ce numéro-là qui est écrit. Par exemple, donc, collecter des preuves, c'est important en attendant une intervention d'une instance spécialisée. Merci, ingénieur. Ou déposer une plainte, voilà. Il faut aller faire une plainte en bonne et due forme et laisser les enquêtes être, même contre X, parce que vous ne connaissez pas la personne, mais laisser les enquêtes se poursuivre. Alors, ce que je vais dire après, c'est deux choses. La première, c'est, merci ingénieur, c'est des conseils pratiques. On va aller rapidement pour ces conseils. Le premier conseil que je donne, ça j'aime le dire, mieux vaut prévenir que guérir. Écoutez, il y a des gens qui sont victimes des cyberharcèlements parce qu'eux-mêmes ont créé leurs problèmes. Pourquoi? Ou même des chantages. Il aimait beaucoup François, elle aimait beaucoup Françoise. L'amour a tellement débordé qu'ils se sont fait des vidéos. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à se faire des vidéos? Même si le cœur vous fait caille, je vous en prie, ne vous exposez pas. Beaucoup de gens ont créé eux-mêmes leurs problèmes. Ils s'écrivent sur WhatsApp, comme si ça ne suffit pas, il envoie sa photo. Moi, je me souviens, j'ai vu des étudiantes comme ça, pour essayer de conquérir son homme, il envoie une vidéo. Quand les supporters vont crier, vous allez dire, bon, simplement pour dire que la plupart des choses arrivent parce que les gens sont imprudents. Parce que les gens s'exposent eux-mêmes. Ils ont des excès de je ne sais pas, de zèle ou de comportement. Donc, la première des choses, essayez d'éviter au maximum de nous exposer à des problèmes. Je ne nous encourage pas à faire le mal en cachette, mais je nous encourage plutôt à être prudents dans la vie. Deuxième chose, il faut une bonne hygiène numérique. Il peut arriver, un jour on a été avec des amis, vous êtes allé peut-être nager dans une piscine. Mais dans vos téléphones, pourquoi vous voulez toujours garder certaines photos dans vos téléphones? Vous pouvez les garder, je ne sais pas, même dans le cloud, non? Même via notre mail. Je ne sais pas, l'ingénieur est là pour nous donner certains autres conseils. Ou dans votre ordinateur, vous vous promenez et puis le téléphone a été volé. Et puis vous dites, j'ai le code. Le code, on peut le contourner. Même dans l'ordinateur, avoir le code, ce n'est pas toujours une garantie. Il y a des applications où quelqu'un peut entrer par le BIOS. On appelle ça le BIOS, je crois. Un truc là, j'ai oublié. Et quelqu'un peut entrer. J'avais une application comme ça. Quelqu'un peut contourner entrer, prendre possession de votre ordinateur. Au moment du démarrage, en fait. Mais vous étiez dans une piscine. Pas forcément dans une mauvaise posture, mais mauvaise posture pour toute personne qui pourra le voir ailleurs. On était avec mes amis filles d'ailleurs, on était bien. Mais seulement j'ai pris une photo, j'ai laissé dans mon téléphone. Plus tard, la personne l'a exploité en mal. Donc, évitez, il faut avoir une bonne hygiène numérique. Nos téléphones, on peut supprimer, on peut envoyer, garder dans un box, c'est bon. Pourquoi nous voulons toujours tout garder dans nos téléphones? Et puis, vous allez voir d'autres conseils qui sont plus techniques. Les autres conseils sont conseillés, je vous enverrai le lien conseillé, comme pour les paramètres de confidentialité. L'ingénieur a toujours insisté sur les paramètres des défauts. Nous aimons les paramètres des défauts, il faut toujours les changer. Et puis, renseigner au minimum votre profil.
maîtriser votre cercle de connaissances et tout et tout. Alors, je vais clôturer. Je nous épargne beaucoup de conseils, vous allez lire après. Je vais clôturer par les questions. Ça, c'est un système que j'ai adopté de mon ami Patrick pour les questions à la fin. Comme ça, vous pouvez réagir autrement ou réagir d'abord par les questions. Première question, selon vous, est-ce que les victimes des actes de cyberharcèlement ou de cyberchantage sont-ils nombreux en RDC? Je ne sais pas. Avez-vous été victime? Je ne sais pas. Si vous avez été victime, c'est une occasion de partager votre expérience et comment vous en êtes sorti. Si c'est partageable, si ce n'est pas confidentiel. Et puis une autre question, quels sont les modes opératoires que vous connaissez particulièrement et qui sont utilisés par ce type de criminels? Comment ils font? Comment vous avez vécu cette expérience, directement ou indirectement? Mais aussi, dernière question, c'est est-ce que nos mécanismes de répression en RDC sont-ils efficaces? Et sur le plan international, vous pensez que c'est efficace? Sinon, bon, que faut-il améliorer? Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Medel, pour votre exposé. Excusez. Nous allons maintenant passer aux échanges. Et si vous avez un avis contraire ou une contribution, c'est la bienvenue. Moi, j'aimerais commencer. Je commence à ouvrir la balle par rapport aux preuves. Alors, nous savons que maintenant, il y a des fake news et des fausses images, des montages vidéo. Si quelqu'un m'harcèle, par exemple, je suis victime d'un harcèlement, alors, on aura confiance réellement à ces preuves-là? Parce qu'on sait qu'on peut détourner une image, on peut détourner une vidéo. Alors, si j'amène ces preuves, ça va être considéré réellement à la justice? Merci beaucoup pour la question. C'est un point que j'avais oublié, que j'avais même mis en gras. Quand je parlais des collectes des preuves, j'avais insisté sur une chose, une phrase. J'ai dit, retenez ceci, et c'est très important. En matière pénale, la preuve est libre. S'il y a des juristes ici, ils comprendront qu'en matière civile, la preuve n'est pas libre. On a hiérarchisé même les preuves par écrit, donc preuve littérale, preuve par testament et tout. Mais en matière pénale, la preuve est libre. Ça veut dire quoi? Quelle que soit la preuve, si j'ai le moyen seulement de pouvoir en faire le lien avec les crimes qui ont été commis ou l'auteur du crime, ça sera pris au niveau du tribunal. Parce que les cyberharcèlement et le chantage, nous sommes en matière pénale. C'est-à-dire qu'en matière, là où il y a la sanction, là où il y a la répression. En matière civile, c'est un peu comme les histoires des parcelles, les histoires des mariages, ce sont des affaires civiles. Mais en matière pénale, c'est la sanction, ce sont les infractions. La preuve est libre. Ce principe est important. C'est-à-dire que c'est à vous maintenant de dire, malgré qu'il y a embrouillement, si vous allez recourir à des techniciens, on peut faire même une réquisition d'experts. S'il y a une expertise ou s'il y a un lien, même montrer le lien à partir de l'adresse IP ou autre. Tant que vous pouvez démontrer cela devant le tribunal, cela sera pris en compte. Donc on n'a pas déterminé les preuves en matière pénale. C'est libre. Vous avez un large champ d'action pour quitte à vous de pouvoir être efficace et de pouvoir le démontrer. Deuxième préoccupation, je ne sais pas, par rapport au harcèlement, je pense dans le cas de notre société. On dit souvent que pour une femme, par exemple, un homme qui courtise une femme, on dit souvent qu'il faut insister. Il faut aller jusqu'au bout, il faut insister. Est-ce qu'on pourra considérer ça comme un harcèlement? Peut-être que j'insiste, après un moment, la femme va tomber sous mes charmes. Donc, est-ce qu'on peut considérer ça comme un harcèlement ou c'est juste... je tente ma chance? Je dirais deux choses par rapport à ça. La première des choses, c'est que dans les éléments que j'ai repris de cette infraction, j'ai dit qu'il fallait qu'il y ait cette intention coupable. Il faut que celui qui accuse montre que j'avais une intention de porter préjudice à la personne. Ça, c'est la première des choses. Il faut qu'on puisse dégager cette intention-là coupable. Deuxièmement, ça dépend aussi quelque part de l'appréciation du juge. Je vous ai dit, aux États-Unis, regardez la femme d'autrui, par exemple,
avec des mauvais regards. Des gens ont voulu, aujourd'hui aux États-Unis, on attaque ça pour harcèlement. Il dit, vous êtes en train de harceler. Alors, ça dépend aussi de la prestation du juge. Le juge, qu'est-ce qu'il fait? Deux fois, quand il veut rendre son jugement, il recourt à ce qu'aurait fait un homme normal pour savoir si ses comportements est répréhensible. Parmi les éléments qui peuvent conduire ou guider la conviction du juge. Je me dis, mais un homme normal, il peut insister même, je ne sais pas, 5 fois. Mais quand ça devient 20 fois, voilà, on se dit, mais attends, un homme normal peut insister, je ne sais pas, bon, je réfléchis quoi. Le juge peut se dire, pour sa conviction, parmi les éléments sur lesquels il se fonde, à part les textes et autres, il se dit, mais est-ce qu'un homme normal pourrait insister jusqu'à combien de fois? Bon, je ne sais pas comment il va faire, s'il va faire un sondage, mais il se dit, 5 fois, ça peut aller 6 fois. Mais toi, 20 fois, depuis que tu as commencé en 2008 jusqu'en 2022. Bon, il dit, bon, tu es en train de harceler. Nous avons entendu parler, par exemple, il y a des mamans qui disent ah, papa la bino bande kolandanga banda nazalaki mwana classe ti lelo ti azuinga ikaka. Donc c'est ça un peu là. De un, je dirais, tant que la personne n'a pas porté plainte pour harcèlement, ben ça passe. Parce que vous savez, on peut aussi être victime. Vous savez, par exemple, en termes, je prenais un exemple à côté, mais qui arrive des fois, ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Quelqu'un qui a, par exemple, été enlevé, violé pendant longtemps, mais qui tombe amoureuse de son violeur. Ça arrive des fois. Alors, c'est-à-dire que ça dépend de la personne. Si nos mamans, à l'époque, trouvaient que ça leur faisait du bien d'avoir 10 ans de drague, ben, c'est pas un problème. Mais le monde étant en train d'évoluer, les gens conçoivent différemment certaines choses aujourd'hui. Vous voyez, je donne un exemple. J'ai un jeune homme que je connais qui courtisait une jeune fille, mais un jour la fille me dit, mais je veux le faire arrêter. Je dis pourquoi? Le garçon lui dit, j'étais même en train d'aller chez les voisins, comme c'est en état, j'ai regardé chez vous si tu vas sortir. Je te filais quand tu allais à l'école. La fille a dit, mais c'est pas possible. Je n'avais jamais compris qu'il y avait quelqu'un qui me filait. Un tel comportement, pour elle, ça sort de l'ordinaire. Mais toutefois, comme je l'ai dit, tant que vous ne portez pas plainte, ça passe. Mais le juge doit savoir que nous devons insister quand même. Bon. Je sais pas, il y a une réaction, Ou une réponse à ces questions. une réponse aux questions. Pour nous aider pour les micros. Merci. Simon, c'est juste une préoccupation. Quand il y a un homicide involontaire, les cas d'assassinat, il y a le volontaire et le non volontaire. Je dis, si on parle de quand un homicide peut être volontaire ou involontaire, le droit le reconnaît. Homicide involontaire. Alors, dans le cas ici, est-ce que peut-on, ou vous, dans vos recherches, ou même la législation, reconnaît-elle des harcèlements involontaires? Oui, effectivement, il y a des infractions comme homicide qui peut être involontaire et volontaire, mais l'harcèlement est toujours volontaire. Quand ça devient involontaire, c'est même là le débat, c'est-à-dire qu'il faut prouver que la personne avait la volonté vraiment de le faire. Quand c'est involontaire, ce n'est pas du harcèlement. On peut chercher un autre terme, mais ce n'est pas du harcèlement. Le harcèlement est toujours volontaire. La personne a la volonté. Quand il le fait, il a cette volonté de pouvoir poser son acte. Donc toute infraction n'a pas un côté involontaire ou involontaire. C'est comme dire un vol involontaire. Il n'y a pas de vol involontaire. Soit c'est du vol, soit c'est pas du vol. Oh non, j'avais involontairement volé. Non. Là, chercher un autre terme. Mais le vol est toujours une infraction volontaire. Donc c'est un peu ça. Bonjour. Moi, je vais répondre à la première question là, que vous avez posée. Selon vous, les victimes des actes de cyberharcèlement et cyberchantage sont-ils nombreux en RDC? Je vais dire, ils sont nombreux, mais peut-être ils ne connaissent pas où aller porter plainte ou... parce que nous tous ici, nous connaissons comment notre pays fonctionne. Donc, quand vous allez porter plainte, par exemple, il faut un peu d'argent pour la plainte. Là. Peut-être que
ces gens-là n'ont pas d'argent pour aller porter plainte. Donc voilà. Et, bon, comme on parle aussi du numérique, je m'aimerais poser la question de savoir, normalement, que nous soyons en RDC ou partout dans le monde, il devait y avoir peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment de mots, mais une plateforme ou comment dirais-je, ouais, voilà, une organisation internationale où on devait porter plainte dans des cas d'harcèlement ou de chantage. C'est possible de, 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 d'avoir beaucoup de victimes, mais j'ai toujours dit aux gens que beaucoup de gens ont peur de fois de certaines choses sans avoir abordé. On sort un peu d'argent pour la plainte, mais ce n'est pas forcément que ça demandera des millions à quelqu'un. Moi, je connais des gens qui sont allés à la police, ils n'avaient rien, il avait juste un $10, il a commencé son action en justice. Il est vrai que pour alimenter les enquêtes, malheureusement, ça demande de fois des moyens, mais j'ai toujours dit aux gens, celui qui a intérêt de voir son action évoluer mettra des moyens. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on pense. Des fois, on commence avec un prix très élevé. Quelqu'un, comme j'ai dit aux gens, des fois, c'est comme les marchés. Il obtient un rabais de prix à un niveau incroyable. Là où on lui demandait 100, il donne 20. Mais l'intérêt, c'est qui? C'est la personne qui a été victime à pouvoir initier son action. Mais des fois, j'ai dit aussi aux gens, il y a des choses où, lorsqu'on n'a même pas le moyen, pour éviter le problème qu'on appelle en droit la prescription. Parce qu'il y a des infractions qui sont prescrites. C'est-à-dire qu'après une année, on ne peut plus mener une action. Après 5 ans, ça dépend du niveau des peines. Il y a des infractions qui sont imprescriptibles. C'est-à-dire que même après 30 ans, on peut le poursuivre. Pour ne pas tomber dans le problème des prescriptions, mieux vaut déjà initier une plainte. Vous laissez ça comme ça. Même après 2 ans, 3 ans, vous pouvez récupérer cette action que vous aviez commencée. Mais vous évitez de tomber dans la prescription. Si cette infraction a une prescription courte. Parce que vous pouvez aller comme ça, on dit les faits sont produits quand il y a 3 ans. Mais d'après telle disposition du code, il y a prescription d'1 année. Donc commencez avec ce que vous pouvez faire et attendez la suite après. Pour répondre à la deuxième question sur par exemple en Europe, on a ce qu'on appelle la Cour européenne des droits de l'homme. Je crois qu'on en a entendu parler quelquefois. Même en Afrique, il y en a. Mais ce ne sont pas les juridictions. Cette cour traite des questions des droits de l'homme, comme en Afrique. Mais la Cour africaine ne condamne pas quelqu'un. Elle donne ce que je peux appeler, entre guillemets, des recommandations, des directives à l'État pour pouvoir suivre de manière particulière ce cas-là. Il n'y a pas quelqu'un qui a été condamné dans le sens d'aller en prison parce qu'il y a la Cour africaine qui l'a condamné. Cette juridiction traite des questions liées à ce qui touche aux droits de l'homme. Parce que ces questions touchent aux droits de l'homme. Ces questions dont nous évoquons, notamment le harcèlement et le chantage. Mais, nous, en droit, les problèmes des juridictions internationales ne se posent pas dès lors qu'on peut saisir une juridiction d'un pays. Avec le harcèlement, je peux saisir nos juridictions. Si celui qui me harcèle habite en France, je peux saisir une juridiction française. Il y a toujours des moyens. Donc pour nous, cette absence de juridiction internationale, je dirais plutôt qu'il faut qu'un mécanisme, comme avec Interpol, soit efficace pour réprimer. Mais pour ce qui est de poursuivre, on peut poursuivre partout. Dès lors que la compétence est attribuée à ces juridictions. Pour nous, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Bonjour à tous. Premièrement, d'abord, je vous remercie, monsieur, pour votre expo. Je ne savais pas sincèrement vraiment qu'est-ce que c'est le cyber-harcèlement et le cyber-chantage. Et premièrement, d'abord, je voudrais vous relater une petite histoire. Quant au groupe seulement de WhatsApp et tout, j'avais partagé quelques nouvelles là dans un groupe là
c'était à propos des offres d'emploi. Il y avait 15 offres d'emploi comme ça. Je les ai partagées dans un groupe quelconque. Et dans ce groupe-là, du coup, aussitôt que je l'ai partagé, les administrateurs de ce groupe-là m'ont interpellé pour me dire que non, frère, ce groupe n'a pas été créé pour de telles nouvelles. Il ne faut pas surtout partager de telles nouvelles. Ah, ça m'a étonné. Ah, comment ça si vous n'avez pas besoin de cela, les autres peuvent en avoir besoin. C'est juste des nouvelles pour le travail. Ah non, que ce soit la dernière fois. Si tu continues, on va te bloquer. Bon, à, à cet effet, je voudrais savoir l'effet de partager une nouvelle, de diffuser une nouvelle dans un groupe. Est-il un harcèlement? Alors, pour ce qui est des groupes WhatsApp, généralement, je ne sais pas si dans ce groupe-là c'était le cas. Généralement, lorsque on crée un groupe WhatsApp, on en détermine l'objectif. Généralement, ce groupe a été créé pour nous permettre de ceci, de cela. Même les réseaux sociaux eux-mêmes, WhatsApp a des conditions générales d'utilisation que nous avons tous acceptées parce que ce sont des contrats d'adhésion. C'est à prendre ou à laisser. On a juste à cliquer sur accepter. Moi qui vous parle, je dis la vérité, je ne l'ai pas lu totalement. Je l'ai lu à 1% certainement, si pas 0,5%. Parce que j'étais ennuyé de tout lire. La partie qui m'avait intéressé, c'était un peu la partie des juridictions compétentes, je ne sais plus. Ça aide à positionner l'engagement de la personne qui adhère. Les administrateurs ont le droit de dire à quelqu'un, pas ce contenu. Ça ne viole pas votre liberté, mais ça recadre l'objectif du groupe. Maintenant, quitte à vous qui envoyez les publications, je vous renvoie à ce que nous avons dit. C'est quoi le harcèlement? Le fait de tenir des propos, d'avoir des comportements répétés ayant pour but ou effet de quoi? Une dégradation des conditions de vie de la victime. C'est une dégradation des conditions de vie. Envoyer une offre d'emploi ne dégrade personne. Ce n'est aucune infraction qui a été commise. Il n'y a aucune infraction commise, mais c'est peut-être un acte qui ne rencontre pas l'objectif du groupe pour lequel les administrateurs peuvent dire nous vous bloquons ou nous supprimons. Mais ce n'est ni une infraction, ce n'est même pas un harcèlement, ce n'est rien de compromettant, c'est juste que ça ne rencontre pas l'objectif du groupe.
sur Internet.
Ah, ok, ça. Alors, ce que je peux dire, commençons par cette question-là, c'est que elle peut porter plainte. Il est vrai que comme votre expérience là, c'est quand même décevant de voir un policier qui dise ce sont des affaires, il y a poteau. Mais moi, j'ai toujours dit l'intérêt, c'est l'intérêt de la victime. Quand vous avez un tel cas, changez de service. Vous trouvez quelque part, vous aurez gain de cause. Soit prenez le dossier, laissez-le là-bas, amenez ça au parquet. Et allez directement au parquet, porter plainte ou demander qu'il envoie le dossier au parquet. Il y a toujours quelque part, vous trouvez quelqu'un qui vous prêtera oreille. Parce que ce n'est pas le seul cas. Je connais par exemple des cas de violences conjugales. Des gens qui sont allés porter plainte, on lui dit c'est une affaire de couple. Mais c'est elle qui subit cette violence. Mais quand elle creuse davantage, elle trouve quelqu'un qui va aider à mener une action. Parce que c'est elle qui est victime. Donc, il ne faut pas se relâcher. Pour le cas de la fille, il faut porter plainte carrément. Porter plainte, on peut lui donner plusieurs incriminations. Mais déjà, le fait, vous savez que le fait même de prendre l'image de quelqu'un contre sa volonté, généralement, on le fait contre les entreprises, parce qu'on sait que là-bas, ils vont payer l'argent. Mais ça constitue une atteinte à sa personne, pour laquelle il peut mener une action soit au pénal ou au civil. Deuxièmement, le fait que le garçon là est en train, je ne sais pas si de vouloir faire des blagues ou la dégrader, elle peut tenter une action en justice. Si c'était vrai, en fait. C'était vrai. Moi, je vais ajouter un aspect peut-être aussi qui peut nous aider aussi dans ces débats. Tu verras un peu quoi dire. Parce que en ces termes-là, je pense que la victime, il y a en fait plusieurs coupables. Parce que le social, comme on est ici, est différent vraiment quelque part, avec, même si on parle de social média, mais il y a quand même une certaine différence. Ici, on peut discuter, on peut se chamailler maintenant d'une manière présentielle et peut-être même se finit et là dehors, peut-être les gens ne sauront pas. Mais sur le net, en fait, sur le social média, il y a un aspect qu'on oublie. Même ceux qui ont partagé sont aussi des coupables. Pourquoi ? Parce que le fait de créer une interaction avec les algorithmes de réseaux sociaux, en fait, c'est ce qui fait remonter la publication. Si toi, tu as vu cela, c'est parce que quelqu'un a partagé. Alors, l'erreur que nous l'on fait souvent, face à quelque chose qu'on ne veut pas ou qu'on déteste ou qui n'est pas bon sur une publication, la première erreur qu'on fait, c'est de répondre à cette publication ou de partager cette publication. Tu as vu ce qui s'est passé, mais toi, tu as pris, tu partages. Et plus vous repartagez, l'algorithme reconnaît cela et l'algorithme fait remonter et tu contribues en fait à envenimer la situation. Et sur Facebook, par exemple, ou sur tous les autres réseaux, la première chose qu'il faudra faire, c'est peut-être de signaler. Ce n'est pas de commenter. Parce que plus tu commentes une publication, s'il y a plusieurs commentaires, cette publication va toujours revenir. Et je pense que quelque part, même ceux qui publient encore sont aussi des gens à condamner. Mais maintenant, là, je ne sais pas. Chez nous, on n'a pas encore tous ces systèmes pour suivre ces fils avec des métadonnées pour savoir qui ont partagé, pour aussi les incriminer. Mais c'est là maintenant où ça devient complexe, en fait, avec le juriste, où l'on va revenir simplement chez la source ou bien chez tous ceux qui ont partagé aussi. Parce qu'eux aussi ont contribué à ce que cette publication revienne en masse et à partager, à commenter. Je ne sais pas, la victime peut porter plainte juste chez la source ou bien aussi sur toute la lignée de tous ces gens qui ont envenimé la situation, qui sont aussi des coupables. Je ne sais pas si la loi les considère. Là-bas, comme ça, je prends le tout directement. Moi, c'est pas une question, mais je vais juste ajouter. Je vais ajouter, je crois que vous êtes juriste, vous connaissez, il y a la loi congolaise qui dit ici que si vous publiez et qu'une autre personne les partage, il est aussi, on doit aussi les poursuivre.
Je crois. Mais les articles, je n'ai plus en tête, mais oui, je crois que la loi congolaise les dit. Donc voilà. Dans la plupart des textes en matière de cybercriminalité, on ne se limite pas seulement à celui qui produit, celui qui enregistre. On étale à beaucoup de choses. Celui qui diffuse, qui transmet, donc il y a beaucoup de choses. Dès que la chose est condamnée, notamment en termes d'image, de vidéo, on prend tout ce qui entre dans la chaîne de tout ça. Mais il y a un principe qui guide souvent le parquet, et c'est partout, c'est un principe sacro-saint, comme nous disons en droit. C'est l'opportunité des poursuites. Ça sert à quoi au parquet d'arrêter 100 personnes, 1000 personnes? Pour en faire quoi? Pour remplir la prison. C'est comme ça qu'on va s'atteler sur ce qu'on estime être des acteurs majeurs. Même lorsque plusieurs personnes sont peut-être poursuivables. Mais je donne un exemple. Quelqu'un balance dans un réseau social la vidéo de quelqu'un d'autre. Moi, je le prends, je le transmets dans un groupe WhatsApp. C'est une infraction, en principe. Mais le parquet a quel intérêt de suivre tout ce qui... Parce que quand ça est diffusé là, c'est plus de 1000 personnes peut-être qui l'ont fait. Il n'y a pas opportunité de poursuite. Même si ils sont poursuivables, il n'y a pas opportunité. Le parquet va se dire, on attaque les acteurs majeurs de la chose. Vous voyez? Oui, auteur, ça peut être auteur ou ça peut être... Parce que je vais être l'auteur de la vidéo, mais peut-être celui qui a diffusé, c'est un autre. C'est comme ça que je dis acteur majeur. On prend ceux qui ont vraiment joué un grand rôle. Mais voilà, le parquet n'a pas d'intérêt. C'est question d'intérêt. Ils n'ont pas d'intérêt à poursuivre tous ces gens-là. Peut-être même lui-même, les magistrats aussi avaient... Vous comprenez un peu. L'avantage de la pluie, c'est que ça nous donne un peu le temps où les gens ne sont pas pressés. Alors si vous avez des questions, je ne sais pas, ingénieur. J'ai une petite question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Toujours par rapport au harcèlement. 2 personnes font une vidéo sur consentement. Ils font leur vidéo. Ensuite, quelques temps après, ils étaient par exemple en couple. Il y a une séparation, ils se disputent. L'autre maintenant prend la vidéo, diffuse. Est-ce c'est un harcèlement, c'est du chantage? Parce que vous avez fait, comme tout à l'heure vous avez dit, il faut pas publier tout cela, mais est-ce c'est du chantage, c'est du harcèlement du moment où la vidéo a été faite sur base d'un consentement? J'irai un peu plus dans l'idée de réfléchir en termes de chantage ou pas. Pourquoi? Parce que si la personne, on a vu, il y a des cas, moi j'ai vu des cas comme ça, après on lui dit, il faut qu'on se remette ensemble. Sinon je diffuse la vidéo. Ou que tu me payes. Dans de tels cas, généralement, ça peut aller si il y a un si. Un si, pourquoi? Parce que nous avons consenti sur l'acte et sur l'image. Mais elle ainsi, pourquoi? Parce que est-ce que nous avions consenti sur la diffusion de l'image? Parce qu'il y a des gens qui peuvent consentir sur l'acte, sur l'image qu'ils ont prise, la vidéo, mais histoire de garder archive entre eux, je ne sais pas, loin des yeux, près du cœur. Alors ils veulent être près des yeux, du moins en termes de vidéo, je ne sais pas. Mais est-ce qu'ils ont consenti sur la diffusion? Là, la preuve serait encore difficile de dire est-ce qu'on a consenti. Il faut prouver qu'il n'y avait pas consentement de diffuser. Généralement, c'est fait en intimité. Hein. La pratique veut que les gens le fassent pour eux. Mais maintenant, il peut arriver que ce soit aussi un chantage, malgré que les personnes l'ont diffusé. Pas seulement l'infraction par rapport à cette diffusion des images, parce que la diffusion de telles images, elle est condamnée, mais parce que la personne a proféré des menaces visant à obtenir quelque chose, de l'argent, une rénonciation, un engagement, comme nous l'avons cité beaucoup de choses, ça peut arriver. Moi j'ai vu des couples où on a fait vraiment du chantage, on les dit, tu me donneras l'argent sinon je le diffuse. Parce que l'autre s'est dit, moi je n'ai rien à perdre comme réputation, toi tu as tout à perdre, je vais diffuser. Alors pour ce qui est des harcèlements, ça peut aller dans le sens d'un harcèlement, mais c'est un peu rare, parce que dans l'idée de l'harcèlement, vraiment l'idée est de dénigrer la personne, l'idée est de lui mettre dans un environnement qui le fait insulter. Si ça va dans ce sens-là, la personne ne veut rien obtenir. Mais l'idée est vraiment de montrer comment l'autre, vous voyez, l'autre, voilà,
Hein, voilà, et tout, voilà. Donc, voilà. je m'arrête à voilà. Merci beaucoup, maître. Je ne sais pas, il y a encore on va prendre une dernière préoccupation. Ok, je crois que j'ai deux préoccupations. La première, c'est de savoir, il y a une façon dont les gens luttent contre l'harcèlement. C'est-à-dire quoi? Une personne a accès à vos photos, vidéos. Il vous harcèle en disant que non, donc donnez-moi l'argent, sinon je vais publier. Et généralement, même si vous donnez l'argent un jour, vous allez vous retrouver que c'est déjà publié. Alors, comment est-ce que les gens font? On leur demande que publie toi-même la vidéo pour décourager ceux qui vous harcèlent. Et il y a certaines personnes qui le font aussi. Il y a un peu longtemps, il y a eu une chanteuse, je crois, ivoirienne ou camerounaise. Et elle a fait ça elle-même. Et il y a encore, il y a quelques mois passés, une fille au Cameroun qui s'est filmée elle-même ou avec un homme et elle a publié elle-même. Elle publie même des vidéos en disant que non, je suis libre de le faire, rien ne m'empêche. Mais cette fille a été poursuivie en justice. Je ne sais pas si c'est le ministère public qui l'a poursuivie ou bien qui, je ne sais pas. Alors je me demande si c'est au Congo, est-ce que cet acte sera laissé comme ça ou bien au Congo aussi la justice elle-même peut prendre, en fait, peut porter plainte à la fille. En RDC par exemple. Par rapport au premier exemple, ça va quand quelqu'un vous fait des menaces et qu'il veut, dès l'instant qu'on parle de vouloir obtenir l'argent, rémunération, tout ce qu'il veut, c'est du chantage en réalité. Mais il arrive en droit que pour les mêmes faits, on dégage plusieurs incriminations, hein, ça arrive. C'est comme ça, vous voyez dans des procès, quelqu'un, il avait peut-être tué, mais on lui sort 4 chefs d'accusation. Parce qu'on peut prendre ces mêmes faits, on en dégage plusieurs. Ça peut arriver à l'intérieur qu'on prenne harcèlement aussi, qu'on prenne... Mais ça tend un peu plus dans le sens de chantage. Alors, déjà, nous ne sommes pas autorisés à nous faire justice nous-mêmes. Nous pouvons prendre une initiative pour dissuader la personne qui a fait l'image, mais attention, le ministère public, donc le parquet, peut se saisir d'un dossier s'il sent que la personne a commis. Je donne un exemple, je prends les deux cas. Je dois revoir l'infraction, le contenu de l'infraction. Mais une infraction qu'on appelle attentat à la pudeur. C'est une infraction qui n'a pas, qui est prévue depuis longtemps. Attendez, il y a une infraction qui m'échappe. Atteinte aux bonnes mœurs. Atteinte aux bonnes mœurs, ou attentat à la pudeur. Le ministère peut se dire que le fait que tu te filmes toi-même, que tu le diffuses, tu es en train de porter atteinte, par exemple, aux bonnes mœurs. Ou encore, on peut te poursuivre, je ne sais pas si ça s'applique à la personne elle-même, diffusion des images pornographiques. Parce qu'aujourd'hui, avec l'éthique, ça devient de plus en plus réprimé cette infraction-là. Donc, le fait que je me filme moi-même et que je diffuse, ça peut faire l'objet de poursuites. Mais ça dépend maintenant des faits et du contenu de ces infractions. J'ai juste donné des noms. Je dois encore voir le contenu de ce que la loi dit sur ça. Mais je suppose que attentat à la pudeur, atteinte aux bonnes mœurs peuvent constituer des éléments qui peuvent faire qu'on te poursuive toi-même. Parce que tu l'as fait volontairement, mais tu l'as diffusé. Ceux qui les verront, il peut y avoir des mineurs qui tombent sur ces images. Il peut y avoir beaucoup de choses que ça produit. Donc tu n'es pas autorisé à livrer une chose comme ça au public. Mais encore, comme je le dis, les juges doivent être capables de prendre les éléments matériels de l'infraction et de le faire coïncider avec cette action posée en ligne. Voilà. J'ajoute juste pour l'affaire dont tu parles, la fille, on a porté plainte.
En fait, la fille s'appelle Cynthia. Ça a été même au niveau du Parlement, même il y a un parlementaire qui a dit ça du haut de l'hémicycle pour parler de ça, que c'était, comme il dit, une atteinte à la pudeur. Je n'ai pas suivi s'il y avait une suite du procès, mais je pense qu'elle s'appelle Cynthia Fiaga, un truc du genre. On a porté plainte. Je suivi. C'était dans le même cadre. Il y a eu même une autre au Rwanda qui est venue dans un concert, je pense, de TMZ. Juste par son habillement, elle a eu 2 semaines comme ça en prison. On l'a porté plainte. Donc, quelque part, oui. Le fait juste d'avoir eu une photo, elle s'était tellement mal habillée, on voyait vraiment sa nudité, et ça a été publié dans les réseaux sociaux et on l'a poursuivi pour ça. Donc quelque part, quand en fait la chose est remontée et qu'il y a quelqu'un qui suit, je pense que quelque part la justice aussi joue son rôle. Mais aussi de notre propre fort, souvent nous utilisons des téléphones, mais nous n'avons pas cette aptitude de savoir comment mieux gérer nos paramètres de confidentialité. Et même quand nous sommes dans les réseaux sociaux, comment renforcer même avec les mots de passe sur chaque réseau social. C'est quelque part, même si ce n'est pas à 100%, mais c'est une manière pour nous de nous protéger par rapport à ça. Et sachons-le que tout ce que nous effaçons sur Internet n'est jamais réellement effacé. Donc on peut toujours retrouver quelque chose. Et avec les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle le système de modération. Je pense que sur tous les réseaux sociaux, ça en existe. Alors, une manière pour nous d'aider aussi les victimes, c'est de signaler. En signalant, c'est vrai qu'à un moment avec Facebook Papers, on a essayé de montrer au fait cette faille. Quand Facebook Papers est sorti, il y avait aussi cette faille dans le système de modération où il n'y avait que la modération en anglais. Et les gens prouvaient que, par exemple, en Arménie, il y a eu des combats sanglants dans des peuples. Ça venait de Facebook, c'était des fuites qui sont passées de Facebook. Et côté modération, on n'a pas bien géré parce que, je donne un exemple, la modération en anglais, ça passe. Tu peux faire une publication en anglais qui n'est pas une publication qui répond à certains critères, on bloque. Mais quand on fait en lingala, qui là-bas chez Facebook parle lingala? Et souvent, c'est des gens qui travaillent sous stress. Il n'y a personne. C'est comme ça que cette petite publication en lingala peut créer beaucoup de choses. Regarde juste pour les hommes publics. Dernièrement, on m'a envoyé une publication d'un pasteur. Il y avait un auditeur, je veux dire un auditeur. Il y avait un internaute, lui il a fait une publication, un internaute qui publie pour le contredire, genre c'est pas ça, mais votre pasteur devait faire ça. Et le pasteur le répond, c'était cru quoi. C'était un peu genre, mais vous devrez les guérir. Et lui répond, toi t'as guéri combien? Et ça fait ouf, une liste. Et moi j'ai déjà une fois discuté même avec les services de communication de ces pasteurs où je leur disais, mais aidez les pasteurs. C'est vrai que quand tu deviens un homme public sur les réseaux sociaux et que tu n'es pas fort en communication, écoute, trouve-toi des gens pour t'aider dans la com. Pourquoi? Parce que c'est juste un petit mot qui peut être relayé. Et quand c'est relayé, ça peut vraiment briser ton réputation parce que c'est l'image. Tout le monde ne va pas comprendre que tu es aux amoutou, tu as des sensations, tu as des sentiments, tu peux aussi répondre. Donc, quelque part, il y a cet aspect-là de notre protection par rapport à nous-mêmes et la protection aussi des victimes. Au lieu de partager, quand il y a de mauvaises choses qui se passent comme ça, commençons nous aussi par signaler ou commençons par arrêter en fait le circuit. Si je partage, si je commente, le circuit continue. Quelque chose qui ne te plaît pas. On a publié un truc, surtout aujourd'hui, c'est plus la politique, hein, comme il y a plusieurs tendances. On publie un truc sur un camp que je n'aime pas. Toi, tu viens, tu commences à commenter, tu insultes. Mais t'inquiète, en fait, ça va remonter. Et si la publication, le but, c'était que plusieurs personnes voient ça, tu vas contribuer à emmener cette publication plus loin. Vaut mieux ne pas commenter ou peut-être signaler. Et dans nos paramètres de confidentialité, dans les téléphones, il y a beaucoup de choses qui nous aideront à ça, dans bloquer ta géolocalisation, bloquer tes cookies. Et surtout sur les réseaux sociaux, je nous conseillerais de suivre plus des créateurs de contenu qui publient aussi des choses un peu intéressantes. Nous, dans notre système, on s'est lancé aussi dans des infographies et des carousels comme ça, où l'on explique des petits tutos comme ça pour aider les gens à mieux gérer leur téléphone. Mais suivez, je donne un exemple. Il y a un monsieur sur LinkedIn que j'aime bien. Il s'appelle Chan. Il publie vraiment des très bonnes publications pour des choses comme ça en termes du numérique. Je conseillerais de plus suivre des gens comme ça. Parce que des filles comme Cynthia
et les autres, elles savent qu'aujourd'hui, on a un côté assez malsain, assez sale. L'humain, c'est comme ça. Et l'industrie numérique la plus vendue, c'est l'industrie du porno. Pendant la Covid, c'est l'industrie qui n'a pas chômé, quoi. Et ils ont gagné plus d'argent. Que tu le veuilles ou pas, inconsciemment, si on t'envoie une photo nue d'une femme, même si tu n'as pas envie d'ouvrir, tu seras d'abord tenté d'ouvrir. Et elles savent, en fait, c'est comme ça que la majorité de nos influenceuses aujourd'hui, c'est des filles qui ont plus présenté leur nudité que du contenu par rapport à une thématique. Et comme ils le savent, elles savent que même les gens qui sont en train de me condamner, si je publie, vont regarder. Et plus on va regarder, j'aurai 1 million de vues et j'aurai des gens qui voudront être chez moi. Et ça, quelque part, c'est des filles qui peut-être se prostituent et elles savent que ça peut me donner une certaine cote, pas dans l'irréputation, mais une cote chez certains pervers qui peuvent maintenant me donner 10 000 $, me donner 100 $, me donner 400 $. Moi, dans mon travail de journalisme, on a fait une enquête, on a fait une campagne comme ça par rapport à ces fléaux aujourd'hui qu'on a avec des filles. Mais si je vous donne les statistiques, que je vous donne les résultats, c'est grave. Surtout dans un réseau comme Tinder. La majorité vont là vers des expats, tout ça, et des choses qu'elles font, je ne me permets même pas de les dire, mais on a remonté ces réseaux, et c'est même des preuves qu'on a données à la police. Mais comme il dit, en fin de compte, c'est tout un réseau dans des universités, IEC, ISP, IFASIC, c'est tout un réseau. On est arrivé jusqu'à Rotana. On a même voulu porter plainte parce que c'est un hôtel vraiment qui favorise. Non, je voulais te dire, mais il y a quand même l'aspect des situations, des circonstances atténuantes qu'on appelle. C'est-à-dire que si elle a été au départ victime d'un chantage et que ne connaissant pas la loi, elle a réagi en publiant ou ayant des intentions de faire le buzz, elle a publié. Il y a atteinte peut-être publique aux bonnes mœurs ou attentat à la pudeur, tout ce qu'on veut. Mais si il y a un tel procès, on tiendra compte du fait qu'elle a d'abord été victime d'un chantage. Donc, dans la décision du juge, s'il y a les peines minimales et maximales, on prendra minimales parce qu'on sait qu'elle a été victime des circonstances atténuantes. Merci beaucoup, maître. Merci pour vos interventions. Avant de conclure, deux questions à maître Medel. Par rapport au cyberharcèlement et au cyberchantage, est-ce réellement ça existe? Deuxième question, que faire face à ça? C'était même l'objet de nos échanges aujourd'hui. Oui, ça existe et c'est même très fréquent. Que faire par rapport à ça? Nous avons essayé dans l'exposé de répondre à cela, mais je vais synthétiser mes réponses. D'abord, je dirais, la première chose, il faut initier une action qui est directe. C'est-à-dire que éviter de répondre rapidement à cela, garder sa maîtrise, essayer d'atteindre les intermédiaires techniques, donc écrire au réseau social s'il y a possibilité pour pouvoir éliminer l'objet de ce chantage, si c'est possible. Mais aussi après, il faut saisir les instances compétentes, un service spécialisé ou le parquet carrément, tout en collectant toutes les preuves que l'on peut avoir et en les préservant. Merci beaucoup, maître. Merci pour ces éclaircissements. Merci à tous d'avoir participé. Nous sommes arrivés à la fin de nos échanges d'aujourd'hui. Le rendez-vous est pris jeudi prochain où nous allons parler de la révolution numérique, un nouvel élan pour la finance. Donc, jeudi prochain, même lieu, même endroit où nous allons débattre d'un nouveau sujet. Merci et à la prochaine.